Bonjour à tous. Bonjour. Alors, nous sommes Bonjour. tous réunis pour une Salut. petite conférence, enfin plutôt discussion, sur s'épanouir en tant qu'artiste-auteur, artiste-auteurice, pardon. Donc, on va parler édition, auto-édition et auto-entrepreneuriat, entre autres, freelance, tout ça, tout ça. Donc, pour commencer, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour de table et vous présenter chacun votre tour, chacune de votre tour. Alors, on peut commencer par l'ordre que j'ai sur ma petite fiche. On va commencer par Manapani. D'accord, c'est moi qui ouvre les hostilités. Voilà, c'est purement par ordre alphabétique. D'accord. Moi, c'est Manapani. Je suis une jeune autrice de 25 ans et je publie en auto-édition mes webcomics que je publie sur des sites comme Mangadraft ou French Keys ou Amilova. Et depuis quelques années, je suis à mon compte pour publier en auto-édition. Et par exemple, récemment, j'ai fait un Ulule pour financer l'impression de mes tomes. Et l'impression de mes tomes de Wisteria, qui est mon manga principal, c'est un yaoi, mi-thriller, mi-vampirique, et qui est disponible en lecture gratuite, mais dont les ventes des bouquins me permettent de vivre de ce que je fais. Voilà. Ok. Shail. Salut, moi c'est Shail, donc pareil, je fais entre autres de la bande dessinée. J'ai commencé à la glorieuse époque des blogs, où les blogs BD commençaient à un petit peu comme ça popper un peu partout, donc j'ai continué, puis maintenant à travers les réseaux sociaux. Entre-temps, enfin en parallèle plutôt, effectivement, pareil, je fais toujours beaucoup d'auto-édition ou de micro-édition, parce que j'ai aussi édité des copains et des copines. Et donc, c'est principalement de l'humour et des strips, mais aussi des fois des petites histoires courtes. Et même maintenant que j'ai des éditeurs, entre guillemets, plus gros, et qui assurent effectivement la pérennité de mon loyer, je continue à publier à faire de l'autopublication, notamment pour la liberté que ça me procure. Donc voilà. Et Yatou. Salut, bonjour à toutes et à tous. Le début, donc moi je fais de la BD depuis quelques années. J'ai aussi, comme Shael, commencé aussi avec les blogs BD. Puis après j'ai fait plusieurs pardon, le stress commence à monter. J'ai fait plusieurs bandes dessinées en maison d'édition, donc qui parlent de différents sujets de société, donc avec humour, tout en continuant le blog. Et dernièrement, en fait, je suis passée en auto-édition avec ma dernière BD qui s'appelle Erika et les princes en détresse. Et donc là, c'est ma toute première BD en auto-édition. Donc j'ai fait comme Manapani, un Ulule. Donc là, j'ai pu avoir la version papier. Puis en ce moment, je poste les pages du tome 2 sur mon blog yatou.fr au fur et à mesure. Et là, je prépare le prochain Ulule pour le tome 2. Voilà, en gros, les grandes lignes. Ok. Du coup, pour commencer, moi, ce que je vous propose, en fait, c'est de commencer par une question un peu facile et après, comme ça, on pourra rebondir pour la discussion. C'est par rapport, en fait, au fait que vous êtes édité. Ça va, Shai? Vous êtes édité. Oui, j'ai fait tomber mon micro. On t'a récupéré. Ouf. Vous êtes édité en auto-édition, en freelance et donc parfois en maison d'édition. Je voulais savoir un petit peu, comment vous ressentiez cette différence par rapport à votre travail, par rapport à tout plein de choses, en fait, par rapport justement à cette fameuse liberté dont tu as parlé, Shail, par rapport à l'auto-édition. Donc voilà, vos premiers ressentis par rapport à travailler freelance, travailler en maison d'édition, avec une maison d'édition, si vous l'avez fait. Personnellement, je parlais de liberté.
une liberté qui est assez relative dans le sens où, après, bon, chaque auteur et chaque autrice a son rapport avec ses éditeurs. Moi, les éditeurs que j'ai eus, même en on va dire des gros éditeurs comme Delcourt, personnellement, ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. Donc, c'est pas tant une liberté de ton qu'une liberté de spontanéité, quoi. Je trouve que faire de l'auto-édition et s'auto-publier ou publier des choses sur Internet, ça permet de faire des choses très rapidement, de vraiment contrôler tout de A à Z. Et par exemple, si j'ai un festival et je me dis, tiens, en ce moment, je suis un peu d'humeur, un peu peste, et je vais faire un fanzine hyper vénère de 10 pages, et je peux le produire, et il m'arrive dans 2 semaines. Tu vois. Et pour moi, c'est vraiment ce truc-là de rapidité, de spontanéité, d'humeur, en fait. Mais ça vient probablement du fait d'avoir fait du blog très longtemps. J'aime bien pouvoir sortir des choses comme ça. Et je trouve qu'avec les gros éditeurs, le problème, c'est qu'effectivement, ça met beaucoup de temps. On a beaucoup d'intermédiaires. On parle, la personne, je ne sais même pas les noms, c'est les personnes qui gèrent la communication, puis la personne qui gère la thune, puis la personne qui gère, qui est le directeur ou la directrice de collection. Donc, c'est des milliers de mails. Et quand on a enfin fini le livre, très souvent, il sort 6-7 mois plus tard. Donc, les délais ne sont pas du tout les mêmes. Le but n'est pas du tout les mêmes non plus. Il y a plein de choses que je ne ferais pas, même si Delcourt me le demandait, parce que je trouve que ça n'a pas d'intérêt Enfin, c'est très difficile à vendre, par exemple. Et à l'inverse, il y a plein de choses. Je me dis, ah là, j'ai envie de faire une plus grosse saga ou j'ai envie de faire un truc qui fait un gros 200 pages couleur. Ça va me prendre 2 ans de travail. Ça serait pas viable si je faisais vraiment juste ça. Quoi. Donc pour moi, c'est plutôt cette liberté-là. Manapani, il y a tout votre impression sur du coup l'auto-édition? À titre personnel, en fait, je suis jamais passée par le système d'édition classique. J'ai toujours resté en freelance. Parce que à la base, je fais surtout de la webcomic, c'est-à-dire en format numérique. Et je pensais pas, avec Wisteria, finir en édition parce que je trouvais ça trop underground. Et les éditeurs français orientés yaoi ont dit clairement qu'ils prenaient pas d'auteurs français pour l'instant. Du coup, je connais que l'indé. Ce qui fait qu'effectivement, il y a une certaine liberté, mais après, il y a évidemment un manque de sécurité qui est inhérent au statut d'auteur. Mais de ce côté-là, il n'y a pas de mystère. Mais ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on peut choisir du jour au lendemain de rediriger ses ambitions sur d'autres projets sans qu'il y ait de soucis. Du moment qu'on a le public qui suit, c'est l'essentiel en fait. Et on est extrêmement proche de son public et je trouve ça que c'est extrêmement gratifiant du point de vue d'artiste indépendant. Oui, une proximité par le net qui permet d'être proche de son public. Yatou, toi qui as fait les deux du coup aussi? Bah moi en fait, comme Shail, j'ai pas eu, quand j'étais en maison d'édition, donc j'ai pas eu vraiment de soucis en fait avec mes maisons d'édition, avec Delcourt, avec Glénat, les autres aussi. Ils m'ont pas mis de bâton dans les roues en fait. J'ai pu relativement faire ce que je veux en fait. J'avais un peu carte blanche et franchement pour moi ça s'est très bien passé. Du coup, je pourrais pas dire oui, là j'ai la liberté de faire vraiment ce que je veux parce qu'avant c'était pas possible. Bah non, en fait, je fais toujours ce que je veux. Sauf que la différence, c'est que je peux maintenant vivre de la BD maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était compliqué. Il fallait vraiment que je fasse de la freelance en illustration et de la BD, concilier les deux pour pouvoir en vivre. Et là, depuis que je suis passée en auto-édition, c'est enfin le cas. C'était vraiment mon but ultime, c'est vraiment faire mes histoires à moi, mes BD, et d'en vivre que de ça. Et donc ce que j'aime bien aussi avec le fait d'être passé en auto-édition, hormis l'aspect financier, c'est vraiment aussi la proximité avec le public. En fait, je trouve que je me sens plus proche d'eux qu'avant. Parce qu'avant, j'ai l'impression que je faisais un peu ma BD dans mon coin, et puis après, je la sortais, il y avait une date donnée, je le disais, la BD est sortie. Et puis voilà, bah ça, on passe à autre chose. Alors que là, je trouve qu'il y a vraiment un suivi, en fait, du début à la fin, comment la BD elle se crée. Il y a plein de questions. Avec le Tipeee, avec le Ulule, j'ai l'impression d'avoir créé une communauté beaucoup plus proche, beaucoup plus active, du fait que je suis passée en auto-édition, en fait. Et ça, pour moi, c'était vraiment une grosse différence. Et
Et en fait, je préfère cette relation-là plutôt que comment dire. Enfin, on s'est rapprochés, quoi, on va dire, en gros, pour simplifier. Donc, T'as donc moins pour- d'intermédiaires, voilà. ouais, voilà, il y a moins d'intermédiaires et surtout que je leur explique vraiment tout ce que je fais en fait de A à Z, qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment, je leur montre. Même je me suis mise à faire des lives Twitch aussi dernièrement. Enfin, c'est vraiment pour leur montrer comment la BD elle se construit. Et j'ai pu voir que ça intéressait vraiment pas mal de personnes en fait, de savoir comment on fait une BD, comment ça se passe. Et, euh, et puis voilà aussi, et même l'après Ulule, l'après comment ça se passe pour envoyer les colis. En fait, ils sont vraiment, les gens sont tout le temps là en fait. Je leur dis vraiment à chaque fois tout ce que je fais. Et enfin voilà, tout. La proximité avec le public, c'est vraiment un point fort, je trouve. Ça a l'air vraiment d'être un plus. Oui, Ouais. on me demande, en fait, quand je m'exprime, je dis édition, maison d'édition, enfin, quand tu es édité, quand vous êtes édité. C'est vraiment là par rapport effectivement à vous avez soumis votre manuscrit et vous êtes édité via une maison d'édition. Évidemment, vous êtes aussi édité quand vous passez par vous-même et que vous faites effectivement de l'auto-édition et du freelance. Donc voilà, peut-être que j'ai eu un petit abus de langage, mais effectivement, voilà, il y a aussi l'édition par vous-même et l'édition par une maison d'édition. Et il y a aussi le fait de ne pas, entre guillemets, être édité, c'est-à-dire peut-être plus mettre vos œuvres sur le net sans jamais passer par un produit physique ou même e-book ou numérique. Ouais. Voilà, Et donc, aussi le fait qu'on n'a pas de compte à rendre en fait à personne en auto-édition. C'est vraiment la liberté de faire ce qu'on veut ou même de vendre ce qu'on veut aussi. Ça, c'est vraiment un gros plus. Si j'ai envie de faire je sais pas, des porte-clés, bah, je m'en fous, je le fais. J'ai pas à demander est-ce que c'est possible que je fasse ça parce que comme on a tous les droits, bah, c'est plus simple en fait. Comparé à un Aussi, il y a éditeur. une liberté vis-à-vis des thèmes abordés. Parce que après, j'ai jamais été édité, mais j'imagine qu'il y a certains sujets où il faut faire attention à ce qu'on fait. Et là, on n'a pas d'éditeur derrière soi pour dire non, tu peux pas faire ça ou ce genre de choses. Oui, ouais, ça c'est vrai que c'est un gros plus parce que j'ai entendu des auteurs et des autrices dire que par exemple des gens qui ont une série, l'éditeur ou l'éditrice a le droit de dire on arrête on arrête la série parce que X raison, et du coup par exemple la fin que tu avais imaginée, c'est mort quoi. T'es obligé de tout faire en 1 ou 2 tomes, enfin tu fais pas du tout ce que tu avais prévu quoi. Et eux ils ont le pouvoir de faire un peu ce qu'ils veulent quoi, vu que c'est eux qui ont les droits. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a cette liberté là quoi. Je pense qu'au niveau des sujets, tout dépend des. Il y a autant de diversité et de différence dans les entre guillemets gros auteurs ou même dans les auteurs indépendants que dans les auteurs et autrices. Pour moi, il y a en fait le problème est plus un niveau de bataille quoi. Si tu veux faire une BD chelou, clairement un topic, tu veux faire un truc un peu barré, c'est clair qu'il va falloir plus se battre pour un éditeur parce que va falloir le convaincre et c'est toujours chiant de dire non mais moi j'ai passé beaucoup de temps à dire à des gens non mais je sais ce que je fais vraiment faites-moi confiance et ça marche tu vois, mais c'est vraiment beaucoup de temps et d'énergie. C'est vrai que comme on dit quand tu auto-édites, quand tu sais ou quand tu es sur internet, en tout cas quand tu es ton propre chef, ton propre patron, ce que tu veux, bah forcément, tu n'as pas de personne qui va te dire ah ouais, t'es sûr que ce truc-là marche pas, etc. Maintenant, par exemple, moi, quand j'ai travaillé pour Shampoing, l'éditeur a été assez bien. Enfin, je lui ai dit clairement, par exemple, moi, alors c'est un cas très précis, je donne pas de scénario, je donne pas de croquis, je donne pas de storyboard ni rien, je donne les planches. Et voilà, c'est tout. Et je veux bien faire des retouches de texte si des trucs sont pas compréhensibles, mais c'est tout. Et l'éditeur a vraiment compris ce truc-là, qui pourtant, c'est vraiment hyper vénère. C'est vraiment limite, je fais ce que je veux, je vous emmerde. Et il a vraiment compris ce truc-là. Et même quand il avait un truc à redire, c'était genre, ah, c'est pas genre, ah ouais, ce truc-là, j'aime pas, c'était plutôt, c'est super marrant, mais attends, ça serait pas plus marrant comme ça? Et du coup, c'est cool parce que des fois, je disais, ah bah ouais, carrément, et des fois, je disais, non, non, c'est de la merde, et voilà. Donc, je pense que, encore une fois, effectivement, comme le disait Yatou, c'est vrai que moi, le truc qui me pose vraiment problème avec les grosses éditions, c'est le côté, ouais, il y a vraiment un côté, on te possède, quoi.
Tu peux pas, s'ils veulent faire des dessins animés, ils ont limite pas à te demander. Si tu veux faire des porte-clés, t'as pas le droit de vendre des produits dérivés. Enfin, c'est vraiment ce truc-là de. En plus, c'est hyper délicat quand tu fais de l'autobio parce qu'en fait, il y a une sorte de vide juridique de. Officiellement, ta vie t'appartient. Quoi. Ils n'ont pas le droit de. C'était pas leur esclave. Tu as le droit de raconter ta vie. Mais je sais que moi, là, je suis en discussion avec Dupuis pour faire des strips pour eux. Et pareil, c'est de l'autobio. Et je leur ai dit, j'aurais fait, par contre, je continuerai à en faire ailleurs. Je continuerai à en faire en auto-édition et tout. Et tu vois, il faut râler pour que. Faut pas râler, mais il faut insister pour que ça soit fait. Quoi. Parce que pour eux, ils voient le côté marketing de si ça marche, on veut tout l'argent qui pourra venir de ce truc-là. Quoi. Et bah, ça, malheureusement, c'est des entreprises. Quoi. Leur but, c'est pas. Même les plus gentils, même les plus machins, leur but, c'est de vivre et de faire de l'argent. Et forcément, faire de l'auto-édition, en plus de rapprocher peut-être du public comme Asiatou, ça se rapproche aussi plus d'un truc très pseudo. Alors, c'est très cucu, très fleur bleue, mais un truc plus artistique, j'ai envie de dire, plus. Je fais mon art, quoi. Et après, je le vends, je fais ce que je veux avec. Mais il n'y a pas autant de considération pécuniaire. Et moi, c'est ce qui me plaît. Après, il y a des tas de gens qui font qui ont un vrai business de l'auto-édition, et j'ai pas de souci avec ça. Mais moi, c'est vraiment au contraire, c'est le truc de je fais mes BD, j'ai pas de papier, j'ai pas de truc à me disputer, quoi. J'ai pas à râler en disant non, mais c'est bon, ce perso, je l'ai déjà utilisé, me faites pas chier, je fais ce que je veux, c'est mes créations, quoi. Et voilà. Mais encore une fois, c'est une vision un peu vénère des choses. Mais voilà. En tout cas, ça me plaît d'avoir ce truc-là, quoi, de contrôler ce truc-là. On a une question d'une visiteuse un peu plus concrète. Comment vous vendez en fait vos œuvres? Vous avez un réseau physique, c'est-à-dire qu'on peut retrouver vos BD en librairie si vous êtes en auto-édition, ou tout se passe sur le net? Alors, dans mon cas, j'ai une boutique en ligne sur le site frenchkiss.net où je peux vendre mes livres, ou alors c'est en convention exclusivement. Par exemple, Japan Expo et ce genre de choses. Après, effectivement, il y a toujours moyen en librairie de faire du dépôt-vente parce que j'ai fait une formation de libraire avant et du coup, je connais un petit peu le bout de parcours des livres en France. Le truc, c'est que, bon, à titre personnel, vu que je fais du yaoi et que la plupart des libraires que je connais, c'était des copains de promo, j'ai un petit peu honte de proposer mes livres en dépôt-vente. Du coup, je ne le fais pas encore. Faudrait que je passe au-dessus de ça. Mais sinon, c'est vente en ligne et convention, dans mon cas. Moi, en fait, j'ai un shop en ligne. Donc, on peut acheter les goodies et la BD sur la boutique en ligne. Et sinon, oui, c'est en festival et on envoie aux libraires pour, si jamais il y a des libraires qui sont intéressés, ils nous envoient un mail et puis on en envoie. Donc c'est arrivé quelquefois, ça n'arrive pas non plus hyper souvent, mais ça arrive. Et puis en fait, c'est ces trois-là, en fait, c'est ces trois canaux de diffusion, le shop en ligne, festival et libraire, pour ma part. Pour ma part, Typique. pareil, Pardon, désolé, j'avais oublié. Vas-y, aucun vas-y. souci. Non, pour ma part, pareil, pour tout ce qui est auto-édition, c'est des événements, on va dire. Ça peut être aussi varié que des concerts, que des festivals ou n'importe quel autre truc où je suis là. Et Internet principalement. Là, aujourd'hui, tout le monde a accès, enfin, beaucoup de monde, la majeure partie des gens ont accès à Internet. Mais de toute façon, après, je parle en mon nom et pas au nom des autres, mais mon travail a d'abord été connu sur Internet. Donc, de toute façon, mon public est là. C'est un public qui est très. Enfin, c'est très bienveillant, quoi. C'est des gens qui disent ok, ça fait 3 ans que je te lis gratuit, il faudrait peut-être que j'achète un livre, et du coup, ils l'achètent. Et pour moi, j'ai même pas de. Enfin, j'ai jamais besoin de over-communiquer là-dessus, quoi. Les gens sont beaucoup plus bienveillants que les gens qui nous dirigent là-dessus et ont en général une estime assez bonne de ce qu'on fait, savent que ça fait plaisir et que c'est toujours un soutien d'avoir des livres vendus ou des. Voilà, donc en général, ouais, Internet suffit largement et les festivals sont plus, si on ne veut pas des milliers de ventes en festival, c'est plutôt pour la rencontre du public, un peu remercier ces gens-là, leur faire un dessin, tout ça, dans mon cas, encore une fois, dans mon cas uniquement. Voilà. Sur quel média et support vous êtes le plus, vous êtes le plus visible? C'est-à-dire, par exemple, vous passez beaucoup par Facebook, par Discord, par Instagram. Et notamment, j'aurais voulu aussi savoir un peu plus sur French Kiss, puisque ça a l'air quand même quelque chose d'assez particulier, entre guillemets, par rapport à des réseaux sociaux ou un site normal. Voilà. Alors,
Par rapport à French Keys, en fait, à la base, on est des artistes comme moi qui publiaient de la webcomic sur des sites comme Mangadraft ou Amilova ou Tapas, par exemple. Et en fait, on était chacun dans notre coin en train de galérer à pas pouvoir finir les fins de mois correctement. Du coup, on s'est dit qu'on allait se mettre ensemble, partager nos expériences, nos avis sur certains imprimeurs et ce genre de choses. Enfin, former un genre de bibliothèque commune où on pourrait partager nos idées et nos retours d'expérience sur des salons, par exemple. Et on s'est dit qu'on allait faire un site internet en tant que vitrine pour qu'on puisse lire les bandes dessinées, avoir des contacts directs avec nos lecteurs. Et à côté, effectivement, on a fait une boutique en ligne en extension du site pour pouvoir aider les auteurs à vendre leurs livres. Et aussi, on est solidaires, par exemple, pour les salons, parfois on y va ensemble en tant qu'auteur French Keys pour se filer des coups de main, par exemple. Et l'idée, c'est de parvenir à vivre notre travail ensemble, en se serrant les coudes, tout simplement. L'union fait la force, alors. Exactement, c'était l'idée de base. Shai, Yatou, vous êtes aussi dans des collectifs ou vous êtes tout seul et du coup, on peut vous retrouver plus sur quel média Moi, personnellement, je pense que là où j'ai le plus de public, c'est sur Twitter. Mais en réalité, c'est même pas spécialement un choix. C'est juste que Facebook me saoulait pour des raisons évidentes de tu fais un post et il y a 3 personnes qui le voient. Donc je me suis dit, bah, je vais essayer Twitter. Et bah, il y a les soucis qu'on connaît sur Twitter, hein, il y a des communautés assez toxiques. Mais sauf que maintenant, c'est là où j'ai le plus de mon public, donc c'est là où je poste le plus souvent. J'aime bien Instagram, mais c'est vrai que je me suis mis très tardivement, donc je suis un peu à la ramasse sur les fonctionnalités, tout ça. J'ai vraiment l'impression d'être une personne âgée. Et sinon, non, pas de collectif. J'aime bien qu'on m'appelle participer au fanzine collectif, ça me fait toujours plaisir. Mais j'ai un truc assez un peu asocial, quoi. Les groupes de gens, c'est très difficile à gérer pour moi. Donc, j'aime bien quand on m'appelle ponctuellement, quoi. J'ai vraiment aucun souci avec ça. J'ai fait des planches pour Amazing, comment ça s'appelle Café Creeds, donc pour d'autres encore. Et c'est cool, c'est vraiment plaisant à faire et c'est toujours valorisant que des gens s'intéressent à votre travail. Maintenant, c'est vrai que, comme on l'a dit, le but de l'auto-édition, c'est aussi de se passer de plein de gens et j'ai pas envie de retrouver des gens relous qui me disent ah mais tu devrais faire ça et voilà. Donc du coup comme genre même sur Twitter je parle vraiment aux gens qui me lisent et c'est rigolo mais j'ai pas de enfin je m'intéresse enfin c'est compliqué quoi, j'adore la BD mais j'ai pas de potes dans la BD quoi. C'est vraiment juste c'est un média que j'adore mais j'ai beaucoup plus de mal avec les gens et du coup je le fais tout seul et ça me va très bien. Très bonne réponse, bien vénère encore une fois. Non, en vrai, genre, ça me gênerait pas tant de ça de le faire. Ça fait vraiment genre, je déteste les gens. C'est pas du tout ça. C'est plutôt, je pense que et pour les gens et pour moi, ça. Enfin, quand je vois les collectifs, comment ça marche, c'est vraiment un truc où il faut. C'est la démocratie, quoi. Et dès qu'il y a un soupçon d'autorité, j'ai du mal. Donc, et comme moi, j'ai pas envie de faire. Je serais hyper tyrannique et j'ai pas envie d'être une horrible personne. Donc, je suis tyrannique envers moi-même et ça me suffit. Voilà. T'es plus solitaire, quoi. Bah, par la force des choses, en fait, je trouve que le milieu de la BD est un très petit cercle. Et dans les petits cercles, mais c'est pareil pour même les milieux militants, les choses comme ça, les côtés cool sont hyper exacerbés, évidemment, mais les défauts sont hyper exacerbés. Et moi, j'ai déjà du mal avec, dans des petits groupes, il va y avoir des gens qui ont parole d'évangile, il va y avoir des sortes de hiérarchies et tout. Et tous ces trucs-là, il y a plein de gens qui s'en moquent et passent juste outre. Mais moi, c'est vraiment, ça me crispe à un plus haut point. Et même dans des éditions, genre j'étais là, ma première édition, c'est les lapins, c'est ça, c'est tout le monde se connaît. Et j'aime pas du tout le fait que tout le monde se connaît, quoi. Ça m'énerve vraiment. Je déteste ça. Vraiment. Mais en plus, j'aime beaucoup Lapin et c'est pas du tout une critique. Mais c'est horrible à dire, mais j'ai préféré Delcourt où personne me parle. C'est hyper froid et ça me va parfaitement, quoi. C'est vraiment. Yatou, est-ce que tu aimes les collectifs comme Shai moi en fait c'est un peu comme Chal mais plus dans le sens où je fais partie d'aucun collectif en fait, je fais un peu mon truc moi toute seule dans mon coin, enfin je me fais aider par mon copain, enfin il s'occupe de la partie logistique et tout mais non, je fais pas partie d'un collectif. Ah si j'ai fait un truc, oui, j'ai fait une BD en collectif, c'était sur le Japon.
où chacun racontait son expérience sur le Japon. Mais sinon, à part ça, non. Bah non. Après, oui, j'ai pas eu d'occasion, en fait, d'opportunité, ou de. On m'a pas demandé non plus, tu vois. Si on me demande pas, forcément. Et puis voilà, quoi. Non, Mais c'est vrai, j'ai sinon, pour l'impression que... les. Hein? Oui, pardon, c'est juste que j'avais l'impression effectivement que les collectifs étaient un peu plus rares dans le milieu de l'auto-édition, du freelance, que les gens tout seuls, en fait, finalement. Bah là, je t'avouerais que je ne sais pas, en fait. Je J'ai sais pas pour l'impression. les autres. Ouais, j'en sais rien. Ouais, je dirais quand même que c'est relativement vrai des artistes qui sont freelance et qui sont tout seuls parce qu'on accepte déjà de base de tout gérer soi-même, alors que si on revient dans un semblant de système éditorial, enfin même si c'est pas le cas avec French Keys sur frenchkeys.net, j'imagine que si on accepte de base d'être tout seul, c'est pas gênant de l'être à 100%, quoi. Enfin, moi, ça me dérange pas du tout, de pas être au contact avec d'autres personnes. Après, c'est le métier qui veut aussi que c'est un métier assez solitaire de base. Donc déjà, si tu fais ça, bon, faut pas craindre la solitude, quoi. Mais moi, ça me dérange pas du tout, en fait, de pas travailler avec d'autres personnes. Après, pourquoi pas plus tard, hein, je dis pas non, c'est juste que là, tout va bien, en fait. Après, j'ai l'impression que c'est quand même un métier un peu moins solitaire qu'avant. Avec les réseaux sociaux, on a quand Oui, même un c'est vrai, contact. ouais. Enfin, moi, par Ouais, exemple, sur Twitter, j'ai pas mal de réactivité. Je parle directement avec mes lecteurs quand ils ont lu mes planches de BD. ouais. Mais c'était plus solitaire dans le sens où t'es tout seul chez toi, quoi. T'es pas dans un atelier où t'es avec d'autres artistes et tout ça. T'es vraiment, t'es chez toi et t'es tout seul, quoi. Tu fais ton truc. Mais c'est vrai Confinement que toute l'année. Mais c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, bah, du coup, enfin, pour moi, je trouve que c'est pas grave parce que t'as un lien avec l'extérieur, avec beaucoup de gens, en fait. Tu peux parler avec tellement de personnes sur Internet que le côté solitude, c'est vrai que je le ressens plus vraiment, en fait. Mais, euh, mais au niveau réseau social, avant, j'étais vachement sur Facebook. Voilà, franchement, bah, c'est comme t'as dit, Shail, tu mets un truc, tu postes un truc et il y a que 2 personnes qui le voient. C'est le truc super frustrant, en fait. Ouais, Mais ils ont un peu foiré ce truc-là. ouais, mais c'est pour ça que en fait maintenant je continue à poster des trucs sur Facebook, mais beaucoup moins qu'avant parce que je suis déjà blasé, en fait. Avant même de poster un truc, je suis déjà blasé parce que je sais qu'il y a même pas la moitié des abonnés qui vont le voir. Et ça me saoule. Et du coup, le réseau social que je préfère vraiment, c'est vraiment Instagram, en fait. C'est avec Instagram, tu peux, pour moi, je trouve que tu peux vraiment découvrir plein d'artistes différents avec Instagram, parce que j'ai découvert plein d'autres gens. Et plus que sur Twitter, enfin, faut vouloir dire des trucs. Je sais pas, j'ai un peu, je suis moins à l'aise avec sur Twitter. Je l'utilise, mais je suis beaucoup moins à l'aise que sur Instagram, par exemple. Instagram, c'est vraiment tu postes ton travail, tes images, alors que sur Twitter, ouais, c'est plus tu balances une phrase, tu dis un truc. Enfin, je sais pas, je suis un peu. Non, il y a vraiment ce côté-là sur Twitter. Après, le truc c'est que à la base, Twitter avait vraiment, ça allait très vite parce qu'il y avait cette option de partage qu'il n'y avait pas Instagram. Maintenant, Instagram, tu peux t'arranger, tu mets dans les stories, machin. Mais à l'époque, ça n'existait pas du tout. Instagram, il fallait se faire découvrir par la chance d'utiliser les bons hashtags ou les bons trucs, qu'encore une fois, c'est très aléatoire. Twitter, le côté qui est cool, c'est que évidemment, c'est une plateforme qui fait des choix politiques assez discutables. Ça peut être bien vénère. Mais voilà. Mais après, en vrai, en vérité, on est nos propres bourreaux. Moi, j'ai des gens qui sont des gens bien pourtant, mais qui s'énervent. Enfin, tu vois, ils vont voir des trolls, ils vont répondre pendant 2 heures, ils vont faire. Et tu sais, je vais vous raconter quelque chose. Trade 1 sur 45. Tu fais, oh, mais qu'est-ce que tu fais, genre, ne fais pas ça, ne fais juste pas ça. Mais moi, je fais pas ça. Ça m'est arrivé, mais j'ai vite compris qu'on peut pas débattre sur. Le site est vraiment fait. Maintenant, ils l'ont un peu augmenté, mais il y a vraiment une limite de caractère. Il y a vraiment un truc qui est fait pour vous dire, hey, les gars, c'est pas fait pour genre lancer des énormes débats. Et le problème, c'est que, franchement, moi, après, voilà, c'est un truc qui peut être mal vu, mais je suis ma timeline est très courte, je suis très peu de gens. Donc, j'ai que des artistes, des gens qui postent principalement leurs œuvres ou des BD ou leurs événements, leurs trucs comme ça. Donc, ça m'aide à rester connecté. Il y a un truc très direct, comme ça coûte rien de répondre, ça coûte une petite phrase. En général, c'est plus facile pour atteindre aussi des auteurs ou des autrices qui sont, on va dire, un peu
pas plus hype, mais plus overbooké, on va dire. Donc, il y a ce côté-là que j'aime bien. Après, le côté, je dis ça, et paradoxalement, c'est vrai que maintenant que genre, j'ai un petit public, il est plus aussi petit que ça, et je sais qu'il y a certaines choses que je posterai plus parce que tu te dis, il va y avoir 40 têtes de l'art qui vont venir faire un commentaire douteux, et c'est chiant. Et c'est vrai qu'Instagram, par contre, il n'y a pas ça, quoi. C'est beaucoup plus safe là-dessus. Les gens postent, enfin, toutes les BD que je lis et tout, c'est quasiment juste des BD, des gens qui envoient des cœurs et c'est tout. Donc en ça, c'est vrai que pour ça, c'est mieux. Et d'un point de vue, vous parliez tout au début de cette conf du point de vue financier. Du coup, ça se passe comment? Vous êtes noyés sous des paperasses administratives parce que vous êtes tous entrepreneurs ou ça va? Alors, au niveau administratif, j'ai horreur de ça. Donc, qu'il y en ait peu ou beaucoup, ça change rien. C'est vrai que souvent, quand on parle un peu des freelances, des auto-entrepreneurs, c'est vrai que les gens ont un peu peur du coup de se lancer parce que c'est quand même sa propre entreprise et est-ce qu'on va se retrouver justement financièrement? Donc vous m'avez dit à peu près tous que vous êtes tous retrouvés financièrement dans l'auto-édition et le freelance. Voilà, après, il y a peut-être des côtés négatifs qui sont effectivement devoir tout gérer, ce côté-là. Alors là, j'ai plutôt laissé. Honnêtement, honnêtement, je pense que en France, on a un problème avec la paperasse de manière générale. Et on a un deuxième problème avec les artistes. Donc en fait, que tu fasses de l'auto-édition ou que tu sois dans une grosse maison d'édition, tu as un paquet de trucs chiants à remplir. Et moi, c'est vraiment, voilà, je déteste. Enfin, c'est vraiment n'importe quel truc. De toute façon, il faut le déclarer, il faut faire 20 000 papiers. Les gens que tu auras au téléphone ne savent pas du tout où ils doivent te mettre. Enfin, quoi qu'il arrive, c'est nul, Donc quoi. c'est pas parce Donc, qu'on est freelance. Ouais. non, c'est de la merde quoi qu'il arrive, quoi. Concrètement, si on décide d'être artiste, c'est relou. Et en plus, la BD, c'est un truc particulier parce que pendant hyper longtemps, on savait pas où le mettre. Est-ce que c'était plutôt être auteur de livres ou autrice de livres, ou est-ce que c'est plutôt être artiste? Mais du coup, ça se paye pas pareil parce que un écrivain, il peut écrire une page par jour. Un écrivain, c'est pas grand-chose. Nous, si on fait une page par jour, on est content. Donc, c'est ça, c'est n'importe quoi. C'est vraiment raté dans tous les sens pour moi. À ce stade-là, c'est un gros zéro pointé pour le pays entier. Voilà. Tout le pays t'a brûlé. Carrément, ouais. Bah non, c'est horrible, c'est horrible. Genre, juste taper URSAF artiste dans n'importe quel moteur. C'est une horreur ce truc. J'en peux plus de leur saf là, c'est. Voilà, Arracher les cheveux avec ce truc, laisse tomber. Et ça, c'est quel que soit le statut, quoi. Oh là là. Donc voilà, au moins ça c'est un point qui est réglé sur le côté auto-édition ou édition, voilà. De toute façon, c'est nul. Niveau administratif, vous êtes artiste, voilà, c'est ça. Petit débat, très bien. Du coup, je voulais reparler aussi un petit peu plus du public, de la proximité, tout ça, et notamment par rapport aux œuvres que vous faites, que vous créez. C'était par rapport, par exemple, est-ce que vous pensez que en auto-édition, en freelance, vous touchez plus les milieux queer que si vous aviez été édité par une grande maison d'édition? Ou pour plus reformuler, est-ce que vous pensez que les lecteurs qui vont se tourner vers ce genre d'œuvre vont plus en fait se tourner naturellement vers entre guillemets l'underground ou justement le freelance plutôt que d'aller chercher des choses en librairie? Alors, dans mon cas, moi, totalement, vu que je fais du yaoi. Pardon. Non, vas-y. Oh, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. D'accord. Je disais que pour moi, c'était totalement mon cas, vu que je fais du yaoi, donc forcément, de base, je touche un public très queer. Même dans les autres œuvres, il y a quand même des thématiques LGBT qui reviennent de temps en temps. Donc, oui, effectivement, personnellement, je le vois dans mon public, il y a beaucoup de personnes concernées ou alliées qui disent, mais même parfois, j'ai la surprise de voir des gens qui ne sont pas du tout familiers avec ce milieu, qui viennent s'intéresser à ça par le biais de ce que je fais. Donc, ça me fait plaisir aussi. Voilà. Personnellement, moi, j'ai une vision
Enfin, pour moi, la culture queer, de manière générale, est très diverse elle-même. Du coup, effectivement, dans l'auto-édition, en tout cas, j'ai l'impression que quand on parle de ces sujets-là, il y a peut-être quelque chose de plus, effectivement, de plus direct avec le lien dans le public. Effectivement, j'ai vraiment très souvent, j'ai des messages très, très touchants de personnes, voilà, que ça a aidé, on va dire, de manière sans s'étendre, sans s'auto-jeter des fleurs. Et bien sûr, c'est une peut-être même la raison qui pousse à continuer à faire ce genre de choses-là. Maintenant, je trouve que c'est aussi bien de forcer le truc, quoi. Moi, enfin, j'aime une série. Il y a tout un public LGBT qui a l'habitude de certaines BD très sur le sujet qui ont, on va dire, comment on peut appeler ça, des tropes ou des codes très précis. Et je pense que c'est bien aussi de publier une œuvre entre guillemets chez un auteur, alors très sale mot, mais on va dire mainstream ou un gros auteur ou un gros éditeur, pardon, et que ça soit quand même quelque chose qui soit très queer justement. Je sais que quand j'ai proposé Volcano à Delcourt, ça s'appelle quand même Volcano la sorcière du cul. Donc on n'est quand même pas sur un titre qui est hyper consensuel. Et en fait, c'était ça. Après, je crois qu'il y a il y aura une autre petite discussion, on en parlera plus tard. Mais c'est vrai que ça permettait d'avoir un truc très queer et surtout très irrévérencieux et très fun. Là où en fait l'imagerie LGBT qu'on a normalement dans les circuits classiques sont très typés, quoi. Ça doit pas brusquer la ménagère, quoi. Ça doit être assez LGBT pour plaire aux gens qui veulent être woke, mais ça doit quand même pas choquer sur les étalages. Et c'est un entre-deux qui est un peu bizarre des fois. Et je pense que au moins, c'est pas qu'on touche plus de public, c'est que ce qu'on fait en auto-édition peut être plus radical de ce côté-là, quoi. En tout cas, j'ai l'impression. J'ai l'impression que les œuvres dites LGBT qui sortent en bande dessinée sont très souvent, mais c'est très très bien, mais sont très pédagogiques, quoi, finalement. Et moi, j'estime qu'on voilà, on est un petit peu en 2020. Donc, il y a aussi, certes, c'est bien la pédagogie, mais maintenant, j'ai aussi envie de voir des œuvres queer, mais juste parce qu'elles sont queer, quoi, pas qu'elles expliquent ce que c'est qu'être queer. Et effectivement, au Japon notamment, avec effectivement la culture yaoi et d'autres, il y a ce truc-là de faire des histoires et de faire des choses qui parlent pas forcément de ce qu'on est, mais introduisent des personnages qui sont comme ça, quoi. Et c'est vrai que ça, en tout cas, de ma très maigre expérience, je le rencontre plus dans le zine, quoi, dans le fanzine, dans l'auto-édition. C'est là où je vais trouver une histoire trop cool je sais pas, de magicien, sauf qu'il y a une personne trans dans les personnages et c'est tout, quoi. Alors que quand je vais retrouver ça dans une BD, ils se sentent un peu obligés de dire ce que c'est qu'une personne trans, machin, ce qui est très bien. Sauf que quand nous, on a déjà un peu tout le truc, moi, j'ai pas besoin de pédagogie, j'ai juste envie de représentativité maintenant. Donc, pour moi, c'est une différence, quoi. Ça dépend si on recherche de l'explication parce qu'on est adolescent et qu'on se cherche ou parce que juste ça nous intéresse, donc du pédagogique, ou si on veut de la représentativité parce qu'on sait déjà qui on est et on veut se voir et on veut que nos proches et nos gens comme nous veulent pouvoir se reconnaître dans des œuvres de pop culture, quoi. Et en ça, c'est vrai que là-dessus, la culture mainstream est un petit peu en retard. En tout cas, en France, je ne connais pas non plus tous les... Voilà. Mais en France, c'est un petit peu en retard. Gatou, je me suis exprimée sur ce sujet, le mainstream ou l'underground. Moi, en fait, je sais pas, honnêtement, si j'ai un public LGBT, surtout avec ma BD Erika les Princes en détresse. J'ai l'impression que oui. Après, c'est une BD qui parle du genre, donc ce serait plutôt logique. Mais j'avoue, je ne sais pas, en fait. Je sais pas si j'ai un public LGBT, ça c'est la grande question. Après, j'ai pas de retour forcément sur les réseaux sociaux qui me dit, qui me parle de ça, en fait, particulièrement. Donc, je suis désolée, je pourrais pas développer autant que Shail sur ce point-là. Mais en tout cas, du fait qu'avec le retournement des genres, l'inversion des genres, tout ça, je pense, oui. Après, je peux pas le confirmer à 100%, quoi. Est-ce que vous arrivez à voir la différence du public touché par l'auto-édition et par les œuvres qui sont passées en maison d'édition? Après, c'est un peu difficile parce que quand on est artiste, on a, comme vous disiez, hein, quand on a l'œuvre qui part en maison d'édition, après, on n'a pas forcément de retour. Vous voyez j'ai pas compris de quoi. Voir s'il y a une différence
Du public Pardon. touché. Alors toi, justement, tu nous disais que là, enfin, il y a tout. Tu nous disais que tu savais pas si ton public était LGBT ou non. Ouais. Enfin, plutôt dominant, c'est LGBT ou non. C'était effectivement, en plus, entre des œuvres qui sont passées en album ou album maison d'édition ou des œuvres qui sont passées en freelance, est-ce qu'il y a encore plus de différence de public on peut imaginer par rapport à ce que disait Shail aussi, qu'il y a peut-être effectivement une grosse différence de public. Moi, la grosse différence que je vois, c'est plus que par rapport aux enfants. Avant, enfin, mes BD qui sont en maison d'édition, ça parle vraiment de sujets de société. Et forcément, les Ouais. enfants, pour comprendre les problématiques, tout ça, problèmes de logement, harcèlement de rue, tout ça, enfin, c'est un peu compliqué. Là, je peux dire que depuis que je suis passée en auto-édition, après, c'est pas le fait d'être passée en auto-édition, c'est l'œuvre en elle-même qui touche un public différent. Avant, j'avais les adultes, jeunes adultes. Maintenant, c'est aussi jeunes adultes, adultes, et aussi les enfants maintenant, parce que les princesses guerrières, les contes de fées, tout ça, c'est un truc qui leur parle aussi. Donc, je pense que c'est un nouveau public pour moi, en fait, depuis que je suis passée en auto-édition avec cette BD-là, en fait. Et finalement, c'est plus le thème de l'œuvre qui va faire le public plutôt qu'un passage. Ouais, en fait. Je pense que c'est ça, enfin, pour pratiquement tout le monde, c'est qu'est-ce que tu racontes, en fait, dans la BD qui va faire qu'un public sera plus ciblé qu'un autre, plus que l'auto-édition, en fait, parce que l'auto-édition, c'est un moyen, c'est un moyen d'arriver à produire la BD. Après, ça va pas attirer forcément un public. Enfin, je suis en train de réfléchir en même temps et je me dis peut-être que si. Je sais pas. Mais peut-être que si, en fait, dans le sens où l'auto-édition, ça attire aussi un public qui est intéressé par le fait que la personne fait elle-même sa BD. Elle fait tout par elle-même, et du coup, elle se dit que peut-être elle va trouver quelque chose de différent par rapport aux maisons d'édition. Donc, je pense que c'est ça la différence, en fait. C'est trouver quelque chose de différent par rapport à la maison d'édition, en fait. Je pense que c'est ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, j'ai. Non, vas-y, j'ai je suis fait désolé, quelques on commence livres toujours en même temps. BD, Non, vas-y. ça faisait Non, je du t'en prie, vas-y. sens. C'était juste pour dire ça. Ok. Pareil, je suis assez d'accord, c'est plutôt le type d'œuvre. Et après, le public, c'est toujours très vague, parce que la majorité est silencieuse, quoi. On va Ouais, voir c'est ceux ça, qui viennent, celles qui viennent et qui se déplacent en festival. Mais le reste, c'est des gens qui mettent pas de commentaires, qui disent rien, qui aiment un peu en secret. Et voilà, mais en fait, on est tous un peu comme ça. On peut pas envoyer des messages d'amour à toutes les personnes qu'on lit. Donc en fait, on entend les gens qui vont se manifester. Et ça donne un exemplaire de public, mais c'est jamais qu'un exemplaire, quoi. Alors, il nous reste un peu. Pardon. Vas-y. Oui, je voulais rajouter aussi le fait que les livres vendus dans le circuit livres classique, passés par des libraires, du coup, il y a certains libraires qui sont un peu roublards et qui vendent des livres queer sans le dire, donc pour toucher un nouveau public et essayer de sensibiliser les gens. Et parfois, éventuellement, ça peut amener des nouvelles ouvertures, mais ça reste quand même assez situationnel. Je vais juste ajouter ça. Je vais moi-même rebondir un petit peu là-dessus, mais de toute façon, après, c'est encore une fois, tous les livres n'ont pas les mêmes buts. Pour moi, je sais pas, c'est assez marrant, c'est que je lisais effectivement, il y a quand je lisais des choses que les gens très gentils avaient écrit sur la dernière BD que j'ai sortie, et c'est ça, chacun a aussi ce qu'il se voit. Par exemple, ouvertement, je pense que n'importe qui lit 2-3 de mes strips a la visibilité de ce que je peux être et voit très bien que je suis une personne queer. Dans mes histoires, ça se voit aussi forcément, et ça parle déjà très souvent de genre et de sexualité. Et en plus de ça, même quand ça en parle pas, ça en parle indirectement quand même. Et c'est ce que j'aime bien, c'est pour moi je pense bien qu'effectivement, personnellement, une bonne partie de mon public est touché, notamment une des premières BD que j'ai fait chez un éditeur qui s'appelait Grenadine. Ça parlait clairement de la liberté sexuelle et la liberté de genre, et de se retrouver entre les deux. Ça veut dire de ni se sentir garçon, ni se sentir fille, et d'être un peu fluide.
Et donc forcément, des gens qui n'ont pas cette terminologie-là ou qui sont perdus quant à leur placement sur le grand échiquier de la vie, forcément, je pense que ça peut leur parler et ça va du coup avoir un public qui est bien sûr plus queer. Mais je pense aussi que, en tout cas, encore une fois, je parle comme mon nom, mais mon métier, c'est pas tant de faire ça, c'est juste de faire marrer, quoi. Pour moi, c'est vraiment mon premier truc, c'est de faire ressentir des choses et d'être que mon art soit le meilleur possible et d'être le plus sincère là-dedans. Donc, en fait, je veux juste faire des bonnes histoires. Après, effectivement, je mets des concepts qui me sont chers, mais je me pose pas la question de est-ce que c'est bien queer. En fait, si je mets un personnage de sorcière qui est genré elle, mais qui a quand même un pénis, c'est pas pour me dire ah ouais, comme ça fera un quota. C'est juste parce que c'est quelque chose qui me touche profondément et que je pense qu'on en fait un truc très spécifique alors que tout le monde pourrait aimer ça, quoi. Et du coup, ça me plaît aussi. Beaucoup de gens, en tout cas, qui viennent en dédicace, effectivement, sont des gens hétéros, sont des gens cisgenres, sont des gens qui même, parfois, savent même pas ce que c'est que le mot queer et le découvrent indirectement. Et ça, c'est effectivement, ça peut être grâce au libraire, ça peut être grâce au hasard d'une couverture qui est jolie, ça peut être grâce à un repost Instagram. Ça, c'est les mystères de la vie, finalement. Et c'est beau, tu vois. Allez, la phrase est finie. Hein. Voilà, transition, voilà, vous voulez ajouter quelque chose? Sinon, comme il reste 5 minutes, on va peut-être faire les petites questions qui étaient restées un peu en suspens. Il y avait 2-3 questions dans le live qu'on pouvait répondre. Est-ce que quelqu'un se sent parce que ça, comme ça intéressait peut-être une personne, ça peut en intéresser plusieurs, de distinguer en fait par rapport à quand vous publiez en auto-édition ou que vous publiez par vous-même, vous n'avez pas, par exemple, la même façon d'être rémunéré. Vous avez effectivement le statut artiste-auteur, mais en freelance, vous avez peut-être aussi le statut d'entrepreneur. Et du coup, l'artiste-auteur va être plus sur des droits d'auteur, rémunéré en droits d'auteur, alors que l'entrepreneuriat, finalement, vous touchez ce que vous vendez, entre guillemets. Quelqu'un a envie de commenter ces deux statuts un peu différents? Moi, personnellement, je suis restée en statut artiste-auteur, tout en ayant ma société à côté, en fait. Mmh. Ce qui veut dire que je déclare des droits d'auteur. Je D'accord. m'auto-finance, en fait, grâce à la société à côté. Je me paye moi-même. Enfin, je sais pas si ça se comprend. C'est Mon comme si tu avais ta employeur, c'est... propre maison d'édition? Ah ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Donc, moi, je fais comme ça. Du coup, enfin, c'est vachement... Enfin, dans mon cas, c'était le truc le plus simple à faire pour déclarer les revenus Tipeee, Ulule, parce qu'en fait, c'est super dur de déclarer ces sous-là, parce que les gens là, Urssaf, machin, ils savent pas ce que c'est en fait. Hein. Si Mmh. tu leur dis Tipeee, tu fais quoi, Ulule, enfin, ils savent pas du tout ce que c'est ces trucs. Et du coup, en fait, c'est le fait d'avoir créé la société, de me payer et que ça devienne des droits d'auteur, c'était vraiment la meilleure solution à avoir. Du coup, j'ai un comptable pour faire ça parce que tu peux pas faire ça tout seul. Du coup, depuis que je suis passée en auto-édition, j'ai maintenant un comptable, ce qui m'a fait très 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 bizarre. Avant, j'en avais pas besoin, mais là, étant donné la complexité du truc, c'était pas possible de faire autrement. Et heureusement qu'il est là parce que franchement, la paperasse et tout, je me voyais pas du tout faire tout ce qu'il fait là, c'est juste pas possible. Mais dès qu'il me parle au téléphone, je suis là, oh là, attention, j'ai... Dès qu'il me parle, j'ai envie de le claquer. Non, non, mais c'est concentré, tu vois. Faut préparer ton cerveau et tout, parce que tout ce qu'il dit là, moi je comprends pas du premier coup, tu vois. Tous les mots de vocabulaire et tout. Déjà, en fait, déjà ça me saoule tout ça, tu vois. Il y a vraiment un dégoût profond de l'administration, tout ça, la comptabilité. Et là, faut quand même que je comprenne ce qu'il est en train de faire, donc je prépare mon cerveau et tout. Mais j'essaye de comprendre, mais tout ça pour dire que tu peux pas faire ça tout seul, c'est Mmh. pas possible. Enfin, dans mon cas, en fait, la voie que j'ai choisie de faire une SAS, c'est pas possible de faire ça tout seul. Quoi. Tu as l'avantage de pouvoir dire j'en parle à mon comptable. C'est sympa en soirée. Ah oui, oui, oui. Et encore une fois, mon comptable, je crache pas dessus, hein, il est très bien et tout. C'est juste que son métier, heureusement qu'il y en a qui sont là pour faire ce genre de choses, parce que je n'aime pas du tout faire ça, quoi.
Manapani, tu as le statut d'artiste-auteur ou auto-entrepreneur? Comment ça se passe? Auto-entrepreneur. Disons que oui, c'est directement la vente des livres qui me permet de vivre. Je touche pas de droits d'auteur comme il y a tout. C'est un peu plus simple. Enfin, simple. Tu n'as pas de comptable. Voilà. Et Shai, je pense que c'était auto-entrepreneuriat, je crois. Que tu... non. C'est, non. Moi, c'est rien parce que je galère beaucoup. Donc, j'ai changé plusieurs fois. En fait, le problème du statut d'auteur de bande dessinée, peut-être que c'est quelque chose que les gens ne savent pas, c'est qu'officiellement, on travaille gratuitement, en fait. On n'a pas de paye. Ouais. On a une avance, c'est-à-dire qu'on dit, bon, je pense que vous allez en vendre tant, et du coup, on lui distribue selon nos droits d'auteur, donc entre 8 et je ne sais pas combien, 11%, selon si vous êtes célèbre, si vous marchez bien, etc. Et on va vous filer une avance qui vous permettra de travailler ce truc-là. Mais en fait, c'est une des revendications de beaucoup d'auteurs et d'autrices, c'est que officiellement, on n'a pas de paye, on a juste une avance sur des ventes. C'est comme si on vous disait n'importe quel métier coulerait si on faisait ça, en fait, de dire bah, je vous paye pas, mais bon, je pense que vous allez travailler autant de temps, donc je vous avance l'argent finalement. Et ça veut dire que pendant l'avance, il faut bien comprendre qu'une fois qu'on l'a, par exemple, si on a n'importe quoi à 5 000 €, ça veut dire que tant que l'éditeur, lui, ne s'est pas remboursé 5 000 €, on ne retouche plus rien, quoi, par exemple. Oui, tu as quand même les droits d'auteur, tu as les avances, et après, une fois que tes avances sont écoulées, c'est là que tu peux espérer toucher des droits d'auteur. C'est comme pour les écrivains, en fait. Sachant que c'est compliqué, quoi. Ça veut dire qu'il faudrait commencer à... on part sur des milliers et milliers de ventes, quoi, pour retoucher. Donc, c'est quand même assez compliqué. C'est vrai que je sais que moi, ce qui me plaisait, on va dire, niveau argent dans l'auto-édition, effectivement, c'est ça, c'est que j'investis de l'argent parce que je mets tout de ma poche, je calcule moi-même mes marges, mes trucs, donc je peux être honnête comme j'ai envie d'être honnête, finalement, c'est-à-dire que je peux faire des livres qui sont pas chers, en même temps me faire de la marge, et en même temps, je déclare ça, et en même temps, après, chacun voit aussi avec sa morale, les 3/4 des trucs... quand je suis en convention, que je vends juste des dessins, bah, je déclare rien, je m'en fous, tu vois. Et c'est pas bien, faites pas ça, les enfants. Mais parce qu'au bout d'un moment, je me sens pas redevable d'un État qui m'aide pas, quoi. Voilà. Encore une fois, on est sur quelqu'un de bien mesuré, mais j'ai aucune espèce de début de sympathie pour l'administration française et pour la vue de la culture en France, quoi. Je trouve que c'est vraiment, voilà, tout le monde en a parlé, quoi. On a dit le mot URSAF, tout le monde a fait des crises urticaires. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Et pour moi, genre, si je donnais un conseil aux gens, faites ce que vous pouvez pour avoir le plus de temps et à la fois d'énergie et de rendement financier par rapport au travail que vous fournissez, quoi. Et si ça veut dire d'avoir une entreprise et d'appeler un comptable, bah faites-le. Si ça veut dire de tout déclarer en tant que vente pure comme une entreprise finalement le ferait, bah faites-le. Et si c'est d'arnaquer à moitié et de déclarer que la moitié, faites-le. Vraiment, vous êtes hyper légitime à arnaquer le système, quoi. Il est vraiment mal fait, quoi. Il est vraiment très mal fait. Et encore une fois, je répète ça, le feu, tout ça, on a compris, mais voilà, c'est... Personnellement, Maintenant, genre, comme je publie chez les gros éditeurs et tout est hyper régulé et c'est cool, mais on va dire les 2-3 premières années, j'ai vu ce que c'était d'avoir un statut, j'ai dit non, quoi. Et je peux comprendre que des jeunes gens disent non. Alors maintenant, effectivement, on grandit, on apprend petit à petit et tout, mais en plus, il n'y a aucune espèce de formation qui mène à ça, quoi. Quand vous faites des écoles d'art, elles ne vous disent pas comment gérer ces trucs-là. En tout cas, les beaux-arts et les choses comme ça. Peut-être que d'autres écoles le font. Et du coup, non, moi, aujourd'hui, là, je dois avoir le statut d'auteur auteur-autrice depuis un bon moment. Bah, comme tout le monde, j'attends des codes qui arrivent jamais, j'appelle, on m'a ressorti mon numéro de siret de quand j'avais genre 10 et 18 ans et que je faisais de la musique. Enfin, c'est vraiment un calvaire, quoi. Vraiment, faites votre truc et de toute façon, ils sont nuls, quoi. Donc, eux-mêmes savent pas, quoi. Je pense que du coup, et nous, on est là et c'est à nous de savoir... finalement, on est voilà, c'est triste qu'aujourd'hui, effectivement, genre, il y a tout parlé d'avoir un comptable, mais j'ai même des gens qui ont quasiment qu'on appelle ça, des juristes, quoi, parce qu'ils savent pas, ils ont peur de se prendre des amendes et des trucs comme ça. C'est horrible, quoi. On devrait juste pouvoir dessiner, déclarer j'ai gagné tant et fin de l'histoire. Et pour l'instant, c'est malheureusement pas le cas. Donc pour finir, c'était brûlons majoritairement tous les gens qui font des papiers. Comment que sur les propos de Shai, brûlons URSAF.
Du coup, je rebondis. Là, on doit 30 secondes par personne. Du coup, par rapport à ce que, effectivement, pour rebondir sur ce que Shai disait, est-ce qu'on peut penser que le futur des artistes-auteurs va passer plutôt par quelque chose d'hybride, plutôt que passer exclusivement soit par que le freelance ou par que la maison d'édition? Je pense que ça va être un mix des deux, je pense. Pour moi, il n'y a pas l'un ou l'autre. C'est les deux se complètent en fait. Mmh. Finalement, tu vas chez l'un ou chez l'autre, c'est des choix perso. Après, je pense pas. À mon humble avis, il n'y en a pas un qui va prendre le pas sur l'autre, parce qu'en fait, chaque truc a ses inconvénients et ses avantages en fait. Donc la maison d'édition, l'avantage aussi, c'est que tu fais que de la BD en fait, tu n'as pas à t'occuper de toute la logistique derrière. Bon, faut quand même négocier au niveau du contrat, ça c'est vraiment le seul truc un peu chiant. Mais sinon, après le désavantage en maison d'édition, c'est que c'est très difficile d'en vivre, alors qu'en auto-édition, c'est toi qui gères tout, c'est dur, mais il y a moyen d'en vivre en fait. Donc ça, c'est un choix à faire. Je pense pas qu'il y en a un qui va prendre le pas sur l'autre. Enfin, personnellement. Je sais pas. Titre personnel, je pense que il va y avoir quand même pas mal d'auteurs qui vont partir en auto-édition. Parce qu'il y a quand même un certain mécontentement qui se fait entendre, mais je pense qu'il y a quand même des C'est gens vrai, qui ouais. vont rester en maison d'édition parce qu'ils sont juste pas la carrure pour assumer le fait de devoir s'occuper de tout seul. Ça va dépendre du caractère des gens, je pense, Mmh. Ouais. pour faire bref. Pour moi, pour moi, pour te faire très bref, en fait, les deux je pense qu'en création, il y a un endroit pour tout le monde, quoi. Et tout le monde n'a pas le même but. Il y a aussi beaucoup d'auteurs et d'autrices qui sont, entre guillemets, des artisans de la BD, des exécutants. Et j'ai des connaissances, c'est ça, ils font des BD McDonald's, où j'exagère, mais des BD sur les blondes. Ok, pas des BD sur les blondes, mais des genres de BD, franchement, qu'on voit, voilà, on n'a pas une haute estime de ces BD-là, mais sans porter de jugement, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, c'est des BD qui vendent énormément. Et ce public-là, quand on va dans les très gros festivals, il est là, quoi, des publics de collectionneurs, des publics de jeunes enfants qui c'est leur première BD, et des publics même de gens juste qui survolent le média sans vraiment s'y intéresser, des gens qui aiment juste ce qui est présenté, qui achètent leur BD à Carrefour et qui vont jamais aller chez un libraire, etc. Cette BD-là, qu'on peut appeler mainstream, qu'on peut appeler commercial, qu'on peut appeler ce qu'elle veut, je pense que moi je méprise pas ça, quoi. C'est pas du tout, mais alors pas du tout un truc que je veux faire, mais ça existe et ça existera toujours parce que c'est comme en film, quoi. Des fois, j'ai des amis qui vont voir des films tchéco-hongrois, slaves, sur un poney qui s'est fait amputer. Et j'ai des amis qui aiment bien voir les blockbusters. Et puis, j'ai des amis qui aiment les deux, quoi. Et c'est pareil. Moi, en BD, j'aime des très grosses BD. Et ça me fait plaisir d'avoir des très beaux livres, bien financés, de grands auteurs qui me suivent depuis que je suis jeune. Et ça me fait plaisir de découvrir des personnes, effectivement, plus underground, plus chelou, plus jeunes, moins dans le système. Et c'est pas du fait juste que c'est pas la même BD, c'est pas le même but pour moi. Et il y aura toujours des gens qui sont contents de sortir leur 48cc, comme on dit, c'est-à-dire vraiment leur format cartonné à la Spirou. Et il y aura toujours des gens qui aiment les fanzines un peu bizarres et un peu chelous, et des gens entre les deux. Donc pour moi, en France, je vais finir sur un truc très positif, malgré tout ce que je disais, en francophonie, on a une méga grosse culture des BD, et c'est de la grosse chance, quoi. On lit du manga, on lit du comics, on lit des BD nordiques, on lit des BD franco-belges, on lit des fanzines, on lit des auto-éditions diverses. On a vraiment une culture de la bande dessinée en francophonie qui est hyper bonne, et donc c'est bien que tout existe, quoi. Gardons cette diversité-là, elle est hyper cool. Voilà. Cool. On va libérer Yatou, je crois, qui va partir pour un film, si je ne m'abuse. Ouais. Et on va libérer aussi la chaîne Twitch. Bon, normalement, il n'y a pas grand monde derrière nous, donc ça va. Il y a aussi donc d'autres streams. Il y a une terre sur l'inspiration historique et sur aussi les créatures poilues ce soir, avec moi en modo. Donc voilà, il y a encore plein de choses qui sont prévues pour cet iBooks. En tout cas, merci beaucoup à Shai, Manapani et Yatou. C'était Merci. super Merci à intéressant. toi. J'espère que ça vous a aussi intéressé que moi ça m'a intéressé. Et voilà, n'hésitez pas à aller les voir sur leur stand et à aller acheter leurs BD qui ont l'air géniales. Voilà. Et ben c'est le moment où on se fait coucou, je crois.
Parce que c'est distanciation sociale, on ne se fait pas la bise. Allez, salut. Salut.